Chaque génération a sa saga culte. Dans les années 80, Indiana Jones, Retour vers le futur et Star Wars. Dans les années 90, Jurassic Park et Jurassic Park. Dans les années 2000, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et The Dark Knight. Dans les années 2010, MCU, DCU, YOLO. On s'est cassé le cul à pondre des concepts cinématographiques de tarés pendant 2-3 décennies pour que la dernière se dise comic book, mais va les lire tes comic books, espèce de boutonneux, ne nous emmerde pas avec ça ici, putain. Non mais ils sont sérieux, ils sont casse-couilles, hein. On a l'impression qu'il n'y a plus que ça dans le paysage ciné en ce moment. Iron Man, Thor, Captain America, mais coup de carabine dans la gueule de ces petits PD, ouais, putain. Ouais, allô. Alors, tu l'as vu mon cosplay Alan Grant lors de la première de Jurassic World Fallen Kingdom, hein? On a GG ou pas? Tu l'as vu la scène au début avec le T-Rex? Mais putain, mais trop ouf! Mais mec, j'ai joui dans mon pantalon Alan Grant. Ouais, tu sais quoi? Devine. J'ai tuné la Twingo aux couleurs de l'Explorer du premier film. Je lui ai mis un CD-ROM interactif dans la Twingo. Mon préféré, tu sais c'est lequel? Mon préféré, c'est le T-Rex. Day One, je serai là pour le 6. Hein? Toi aussi? Bon bah très bien, alors on se donne rendez-vous. Bon allez, je te laisse, je suis en pleine émission là. Allez, salut. Bon, désolé, je vous reprends. C'était un coup de fil professionnel. Où est-ce qu'on en était déjà? Alors, ah oui, le MCU, ce truc de merde là. Bon, par quoi on commence là? Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. À toi de choisir. Je t'exploserai moi-même le cervelle. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein? Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Le cinéma avec un grand A vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinémaavecungranda.com. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons sensiblement bouleverser nos habitudes. Nous allons parler d'un film en tentant de répondre à une question ultra ciblée à son sujet. Le film en question, c'est Hulk, réalisé par Ang Lee et sorti en 2003. Et la question en question, c'est est-ce que Hulk d'Ang Lee fait partie du Marvel Cinematic Universe qui regroupe les Avengers, soit Iron Man, Captain America, machin, bref, tu les connais. Alors c'est parti, vous avez 3 heures. Bah oui, vous vous attendiez à quoi? Que ce soit moi qui doive gérer ça? Je peux être plutôt sympa dans la vie, mais de là me demander de me mettre à genoux pour vous lécher la fleur du cul pendant une diarrhée, vous pouvez aller vous... Ah ouais, on a des bips maintenant. Ah ouais, c'est la fête, c'est ça. Ah oui, c'est à cause de promouvoir la dernière fois. Bon, allez, vas-y. Bon, je ne vais pas revenir sur le personnage, je ne vais pas trop revenir sur l'histoire, on va partir du principe que vous connaissez le sujet et on va directement aller à l'essentiel. Officiellement, non, Hulk, ça n'a rien à voir avec le MCU. Officieusement, c'est moins sûr. Officiellement d'abord. En 1992, Universal Studios obtient les droits du personnage en vue d'une adaptation ciné. Pendant une décennie, une tripotée de scénaristes se succèdent les uns après les autres pour tenter de donner vie aux héros de chez Marvel. Jonathan Hensleigh, Zach Payne, J.J. Abrams, Michael France se passant les idées de main en main. Le film devait se faire en 99, puis en 2000, jusqu'à l'arrivée d'Ang Lee. À cette époque, le concept du MCU, tu l'oublies direct. À aucun moment, il était question que ce premier film, Hulk, puisse être la source d'un énorme projet filmique de réunion de personnages Marvel. Le film sort en 2003. À ce moment-là, on y croit parce que X-Men de Singer et surtout Spider-Man de Raimi t'ont donné un énorme coup de polish sur le genre, au point de le rendre respectable. Ceux qui étaient là dans les 90s se souviennent de quel enfer les super-héros au cinéma reviennent. Le résultat, malheureusement, laisse un gros... commercialement, il est rentable. Ok, mais pas de ouf quand même. Intrinsèquement, c'est un film intéressant, mais pas de ouf aussi. Rarement j'ai vu dans ma vie un film aussi 50-50. Le parfait pas nul, pas ouf. Hein, c'est ce que j'appelle un pas nul ouf. Voilà. Ça rentrera peut-être dans le dico un jour, ça, hein, vu le nombre de films de cet acabit qui sortent de plus en plus. Bref. Universal Studios s'est jamais décidé à lancer de son côté une suite et laissa le machin finalement crever. Puis voilà, un jour, Kevin Feige qui apparaît plusieurs années plus tard. L'idée du MCU a commencé à s'émailler à partir de 2005.
via la Paramount, Marvel Entertainment voulait reprendre possession de sa propre licence, notamment pour pouvoir bénéficier des recettes importantes dégagées par les adaptations ciné qu'elle a refilées à droite à gauche depuis plusieurs années. Par Avi Arad et Feige donc, ils comprennent que s'ils sont coincés à ce moment-là avec des persos comme les X-Men ou Spider-Man, ils peuvent tout de même exploiter tous ceux qui composent l'univers des Avengers et même négocier avec Universal pour Hulk. Et alors ils vont pas s'en priver. À l'époque, Arad, qui produit aussi le Hulk de 2003, on le rappelle, envisageait déjà une suite, au point d'avoir négocié à l'époque avec Universal une deadline pour celle-ci qui était calée pour le mois de mai 2005. Sauf qu'un jour, Arad revient vers Universal en leur disant « Bon écoutez les gars, vous deviez faire la suite, vous l'avez pas faite, du coup moi et Marvel Studios, on vous propose un deal, on fournit le pognon et les idées, et vous ne faites plus que gérer la distribution. » Les négociations sont un petit peu rudes, mais ça passe, et le résultat a été l'incroyable Hulk de Leterrier en 2008, construit dans une volonté de détachement total vis-à-vis de l'œuvre d'Ang Lee. Mais Kevin Feige a dit, à cette époque, on va vraiment commencer la franchise Hulk chez Marvel. Pourquoi on n'a pas eu depuis un autre film live sur Hulk ? Simplement c'est lié à Universal en fait, qui est toujours titulaire des droits sur un film consacré au personnage. Mais il semble clair que le MCU dès l'origine, avant même que ça défonce le box-office comme aujourd'hui, a toujours voulu détacher le traitement de sa franchise de l'œuvre d'Ang Lee, tant sur le fond, que sur la forme, que sur le style, que sur tout. Et pourtant, c'est pas aussi simple. Déjà sur un ratio budget-recette, les deux films sont kiff-kiff. Ensuite sur le ratio critique, appréciation, postérité, etc. Les films ont beau être deux opposés, l'un se définissant comme une tragédie fantastique un peu tirée par les cheveux, l'autre comme un gros bulldozer de bourrin également un peu tiré par les cheveux. Dans un cas comme dans l'autre, c'est kiff-kiff. Sous-entendu, ceux qui ont détesté le premier Hulk n'ont pas forcément adoré le second, malgré un traitement opposé sur le personnage. Et inversement. Généralement, ce qui ressort, c'est que Hulk au cinéma, jusqu'ici, ça n'a pas donné des films de folie, contrairement à d'autres dans le MCU. Et contrairement même au traitement de Hulk en tant que perso secondaire, où, semble-t-il, il trouve une bien meilleure appréciation auprès du public. Le truc, c'est que ça vient pas tellement du perso, ça vient simplement de ceux qui l'adaptent, qui n'ont peut-être pas saisi la nuance faisant qu'Hulk, en film, il doit à la fois être un chaos de destruction ultra jouissif et dans le même temps raconter ce qui est une tragédie humaine liée au jusqu'au-boutisme d'un pouvoir prétendu sur la science. Avec l'idée d'en faire en plus autre chose qu'une simple adaptation de comic book. Et ce qui se rapproche le plus de ce que peut donner de mieux ce personnage au cinéma sur un plan narratif beaucoup plus global, c'est l'association des deux films réalisés en 2003 et en 2008. À défaut de mieux évidemment. De fait, si on décidait que Hulk d'Ang Lee s'intégrait au MCU, on donnerait une incarnation à ce perso secondaire des Avengers, soit ici la base d'une réflexion sous la forme d'un diptyque de ce que le concept de super-héros revêt aussi bien de divertissant en termes d'impact sur le héros en quête et de tragique en termes de spiritualité humaine. Comprendre, entre guillemets, qu'est-ce que le héros prend sur l'humain pour devenir un symbole et ou que l'humain prend au héros pour construire ses actes au quotidien. Et après ça, on ouvre ensuite le champ des possibilités de tous les autres films qui tous, individuellement, vont se glisser à travers ce cheminement philosophique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est plus terre à terre. Narrativement, on retrouve dans le deuxième film des personnages tels qu'on les a laissés dans le premier. Bruce Banner est en Amérique centrale, Betty Ross est là, le général Ross est toujours à la recherche de Hulk. Alors oui, le film de 2008 crée dans son générique de début un background alternatif. Mais visiblement, à l'arrivée, le background alternatif et le background défini par le premier film ne semblent pas être tellement en décalage. Et celui qui me dit « Bah ouais, mais ce sont pas les mêmes acteurs !» Ah ouais, et tu peux me dire où tu le vois, Mark Ruffalo, dans le film de 2008 hein ? Le choix des comédiens n'est pas un problème dans cette réflexion. Ce qui compte, quand on parle de continuité narrative, ce n'est pas l'interprète, mais le personnage du con. Hein ? Ça te gêne pas que Superman soit joué par Brandon Routh dans Superman Returns, alors que son perso est clairement dans la continuité de celui qu'interprétait Christopher Reeve dans les films originaux. Je suis d'accord, c'est toujours mieux quand c'est le même comédien. Mais au fond, est-ce si important ? Généralement, quand on observe une peinture, on s'attache plus à la peinture dans son ensemble plutôt qu'à la qualité d'un des pinceaux. Hein, c'est mieux si le pinceau en question est celui avec lequel on s'est habitué précédemment. Mais fondamentalement, ça reste la peinture elle-même, l'élément le plus important dans l'appréciation
peinture du coup. Hein. D'ailleurs, pour conclure sur tous ces points, Kevin Feige lui-même dira: on ne voulait pas refaire l'histoire de Hulk dans le reboot car on s'est dit que les gens étaient familiers avec ça. Hein. Et qui a permis cette familiarisation en dernière instance au cinéma à ce moment-là, hein? Follow my regard. La vérité, c'est que tout ça nous détourne d'une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'ajouter le Hulk d'Ang Lee au MCU, sachant qu'aujourd'hui, en plus, ce film ne jouit pas d'une aussi bonne postérité qu'une saga comme le Dark Knight, les premiers Spider-Man ou les 2 premiers X-Men. Mais clairement, on s'en bat les couilles. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est juste une question de philosophie. Le Hulk d'Ang Lee est ultra découpé de plans façon case de comic books, le tout arrangé d'une palette de couleurs ultra diversifiée. Personnellement, en associant ce film au MCU, qui abandonne ce principe pour ne garder que l'identité par les couleurs, le bleu et le vert pour le Hulk, le rouge et or pour Iron Man, le bleu et blanc pour Captain America, le jaune, bleu, rouge pour Thor, le noir et vert pour Loki, chacun ayant droit à sa petite signification. Plus à cela, une connexion du fantastique avec notre réalité, Earth 999999, là je sais pas trop quoi là. J'y vois, moi personnellement, une invitation. Une invitation à entrer dans un monde utopique où toutes les représentations héroïques modernes sont possibles. Hulk permet de déverrouiller une première porte permettant l'accessibilité au fantastique par un regard d'abord plutôt distant et pragmatique sur des questions de symboles à visée intergénérationnelle, c'est-à-dire devant parler à la fois aux jeunes et aux adultes, et dans la foulée, invitation acceptée. Iron Man, premier film officiel du MCU, déverrouille quant à lui l'accessibilité au fantastique dans un nominalisme paradoxalement hyper décomplexé, plus adolescent, plus dans l'entre-deux. Ce qui fait qu'à la fin, l'adulte qui n'est pas le cœur de cible du comic books au départ se trouve concerné par les différents enjeux définis dans les films du MCU. Oui, tu dis ça, mais on n'a pas besoin de Hulk pour rentrer dans le MCU. Je dis pas que c'est nécessaire, puisque de toute façon ce n'est pas un si bon film que cela. Et ça l'est encore moins dans une société où on a construit le concept d'adolescent, soit des adultes se construisant intégralement à travers le prisme d'une hypersensibilisation des repères au cours de l'adolescence. Et ça, c'est un concept sociétal qui n'est pas très vieux, qui a explosé à partir des années 80. C'est pour cela d'ailleurs qu'on se retrouve avec des générations qui se tapent plus ou moins dessus pour savoir laquelle a eu la meilleure adolescence ou qui a les meilleures références. À cette question-là, pas de réponse en vérité. Objectivement, le projet du MCU est aussi extraordinaire à mes yeux que ce que fut le Seigneur des Anneaux et Harry Potter en leur temps, que Jurassic Park, que Star Wars, qu'Indiana Jones, etc. Maintenant, l'idée qu'un film comme Hulk puisse servir de pont entre 2 générations, tout ceci dans une construction qui se tienne en plus narrativement entre les films, bah moi je trouve ça plutôt génial en fait. Parce qu'en réalité ça te fait sauter le concept de l'adolescent qui, soyons honnêtes, est hyper réducteur et ça sous-entend la perspective de l'intemporalité des choses. Le fait de pouvoir notamment transmettre des histoires qui ne dépendent pas que de leur temps, de leurs époques, ou mieux des personnes qui en sont à la source. Alors je dis pas, relancer Star Wars, c'était probablement une connerie dans la mesure où ça a été fait surtout plus pour la jeune génération que pour l'ancienne. Pareil pour Jurassic Park. À l'exception de Mad Max Fury Road à la limite, Hollywood est à la peine quand il s'agit d'attirer du jeune avec du vieux. Suffit de pas être con en fait, hein. En vérité, il faut juste pas considérer que ce qui est sorti il y a 20, 25, 30 ans, c'est quelque chose de vieux, hein. On peut faire de ces choses-là des choses qui plaisent à toutes les générations. Prenez l'Iliade et l'Odyssée, ça fait 2000 ans qu'on les raconte telles quelles. Les fables de La Fontaine, 400 ans. Et ça fait kiffer toutes les générations, à condition évidemment de créer une société leur permettant de s'y intéresser. Le mythe moderne aujourd'hui, c'est entre autres Marvel. Donc je vois pas l'intérêt de nier quand il existe une cohérence dans le fait et le symbole entre 2 segments narratifs, d'un côté Hulk et de l'autre le MCU, un rapprochement entre 2 histoires qui dans un ensemble homogène peut en créer une encore un peu plus belle. Voilà, et le tout humainement. Voilà. Mais officiellement c'est non, hein. Hulk ne fait pas partie du MCU. Hein. Puis de toute façon le MCU c'est un truc de millénial, c'est un truc de... Ah ouais, d'accord, encore putain. Eh vous allez me le couper ce putain de bip?